vous avez des exercices justement pour développer la télépathie. Vous nous en montrez un sur le plateau. J'ai amené quelques cartes. J'ai pris les 7 de toutes les couleurs, donc des 4 couleurs. Et l'idée, c'est que j'en prends une, moi, que je la vois. D'accord. Et je vais me concentrer sur cette carte. D'accord. Et je vais t'envoyer ma pensée en disant, en première question, cette carte, est-ce que cette carte est couleur rouge ou couleur noire? Noir. J'ai vu un truc. Rouge. Ah merde. Pardon. Oh là là. Oh, je suis désolée. J'ai dit un gros mot. Attends, mais quoi? C'est de la télépathie, la télépatrique. J'ai envie de même te dire, Patrick, c'est votre nom. Ouais, bon, effectivement, là c'était plus de la télépatrique que de la télépathie, mais bon, attention, parfois ça marche mieux, hein. Hop, on y va. Ouais. Elle est sortie là, c'est bon? Oui, elle est sortie, celle-ci. Celle-ci. Ça, c'est plutôt noir, ça. Oui. Déjà, c'est fort, noir. C'est... Ah oui, c'est extrêmement balèze, hein. Le choix entre rouge et le noir, 50% de chance de se planter quand même, hein, donc c'est très fort. Déjà, c'est fort, noir. C'est très fort. Je vais vous amener au casino avec moi. Ouais. Faut que je... Bon, Ah, par je contre, verrai. il faut du rythme en télé. Oui, bon, je verrai. Allez, je verrai plutôt un peu du trèfle. Allez, vas-y. 7 Non. de trèfle, je vous la montre, 7 de Eh trèfle. non, mais Luc. Incroyable, on se demande vraiment comment Luc a fait. Bon, ok, il y avait encore une chance sur 2, et puis quand Luc a baragouiné un petit trèfle dans sa barbe pour tester l'hypothèse, bon bah on a eu droit à un petit indice vraiment discret du chroniqueur télé. Trèfle. Je vais vous amener au casino. Je vais vous amener au casino. Je vais vous amener au casino. Mais bon, balèze, hein, Luc le télépathe, hein. Franchement, gros niveau. On rejoue. On rejoue, hein? Oui, On rejoue, on et vous rejoue. aussi d'ailleurs. Hein, vous aussi. Alors, d'accord, ok. C'est du cœur. Ah, vous avez dit quoi? Du cœur. Non mais C'est ça que vous touchiez? au moment où je touche, il me dit c'est du cœur. Ah, c'est génial. Et moi, si Et en je plus, fais j'ai senti du chaud. Vous m'avez envoyé quelque chose. Bah, j'ai La chaleur. J'ai envoyé mon... Je vous assure, j'ai hyper chaud là. J'ai envoyé mon esprit... Ah bah oui, bah l'envoyez pas toute la... Sinon, je vais demander un ventilateur. Bon allez, j'en ai marre d'être spectateur, hein. Moi aussi, je veux faire de la télépathie. Ouais, salut Gontran, c'est juste pour tester un truc là. Je pense à un chiffre entre 1 et 9. Là, je t'envoie l'info par télépathie, tu reçois quoi? 2, Non, 9, non, 3, non, 1, non, 8, non, 5, non, 6, non, 4, non, 7. non. Bah là, il reste plus de chiffres. Bah si, c'était 8. Mais j'ai dit 8. Quoi? 8? Non mais, ok. Bon, laisse tomber, je vais demander à quelqu'un qui parle français. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je vais appeler? Désolé, j'ai dit 8. J'ai dit 8. J'ai même dit 2, 8, j'ai dit. Ouais, Babor, dis-moi, t'es prêt pour un petit exercice de télépathie? 8. C'est le Belge qui m'a donné la réponse. Ouais, laisse tomber. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler télépathie, cette hypothétique capacité à transmettre un message par la pensée. Un genre de super pouvoir qui serait par exemple super utile quand on se rend à l'étranger pour communiquer avec autrui. Can you speak in English? Thank you very much. Mais bon, jusqu'à présent, ce qui marche un peu mieux que la télépathie, bah, c'est d'apprendre les langues étrangères, et c'est justement ce que vous pouvez faire grâce au sponsor du jour, Babbel. Alors Babbel, c'est une super application pour apprendre une nouvelle langue ou pour se perfectionner. Par exemple, moi j'ai envie d'exporter mes biocompensateurs géodésiques en Italie, du coup en ce moment j'apprends l'italien et en partant de zéro. Noi, je dirais que c'est nous. Alors, io sono di Firenze. Io sono di Firenze. Allez. Anglais, allemand, espagnol, suédois, turc, vous avez quand même 14 langues sur Babbel, et ce qui est vraiment cool, c'est que les leçons s'adaptent en fonction de votre niveau et de votre temps disponible. Si vous avez que 15 minutes par jour à consacrer à l'apprentissage d'une nouvelle langue, bah pas de souci, parce que c'est justement le temps d'une leçon. Lei ou tu, de votre petit ami. Tu. Un collègue de votre père, on dirait un coach. Lei. Lei. Arrivederci, signora Bianchi. Arrivederci, signora Bianchi. Quel accent parfait, mais quel accent parfait! Why are you here tonight? Très bien. Respect du haut anglais. Donc vous avez les cours classiques qui sont très pratiques avec des exercices à l'oral comme à l'écrit et des révisions. Mais sur Babbel, vous pouvez aussi participer à des cours collectifs en live avec des natifs. Et vous avez même des podcasts et des jeux pour varier un peu les méthodes d'apprentissage. Be proud of you because you can do what we want to do. Bon, je vous laisse tester la télépathie pour communiquer avec des étrangers.
Mais si vous cherchez une méthode efficace pour apprendre une nouvelle langue ou pour vous perfectionner, je vous laisse cliquer sur le lien en description pour découvrir Babbel, et d'ailleurs vous profiterez de 50% de réduction sur l'abonnement à vie. Voilà, merci à Babbel de soutenir la chaîne, et c'est reparti pour la télépathie. Bon, au fait, j'ai pas fait les présentations. Ce que vous avez vu tout à l'heure, ce sont des petits extraits de l'émission Le Mag qui fait du bien, qui passe tous les dimanches matins sur C8. Dans cette émission qui allie spiritualité, science et expériences alternatives, encouragement, joie et témoignages tentent à montrer que tout est possible. Bon, déjà, il y a sûrement un petit souci de syntaxe avec cette phrase, embaucher des vrais rédacteurs, Canal+. Mais surtout, j'ai pas bien capté ce que faisait le mot science ici. Je me suis tapé quand même pas mal de numéros de cette émission et j'ai pas vu grand chose qui ressemblait à de la science. C'est des guides, des êtres célestes. C'est la géobiologie. Conjonction de Jupiter et Uranus en taureau. Les connexions aux Atlantes. Et finalement, on déroule une vie antérieure où ces deux personnes étaient amants. Pouah, toute cette science qu'on me jette au visage là, j'ai l'impression de réviser des partiels de chimie là, c'est un peu relou. Bon, en tout cas, cette émission fait la pub de tous les bullshitters de France, et parmi eux, on a donc Luc Baudin. Alors Luc Baudin, c'est un scientifique assez connu sur YouTube, il a 200 000 abonnés et tous les jours, il mesure le taux vibratoire de la planète Terre. Et d'ailleurs, comme vous voyez ici, on a de la chance en ce moment parce que la Terre vibre très haut apparemment. On était à 6000 unités bovis début 2021, mais là on a carrément dépassé les 3 millions de bovis en 2024, donc très belle période apparemment. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler des mesures scientifiques de Luc. Revenons donc à notre télépathie et à la rigueur scientifique de Luc sur le plateau de C8. J'ai fait le loto une fois en me disant tiens, je vais me servir de mes talents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais zéro. Aucun résultat. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les chiffres que j'ai sortis étaient à une unité près. Il y avait le 5, c'est sorti le 6. J'avais essayé le 20, c'était le 21. Et c'était un peu comme si la vie m'avait dit, toi, tu vois, oui, c'est ballot, c'est ce que j'aurais. Mais c'est comme si la vie me disait, tiens, oui, tu vois, ça marche. Mais c'est pas le gagner au loto, c'est pas pour toi. C'est ça. J'adore. Quelle rigueur incroyable, quel protocole scientifique parfait. Effectivement, quand on redéfinit a posteriori les règles du jeu, c'est pratique, quand ça marche pas, en fait ça marche quand même. Zéro. Aucun résultat. Tu vois, ça marche. Mais d'ailleurs, même si son hypothèse était bonne, c'est complètement débile, parce qu'il a juste à faire sa prédiction télépathique pour le loto, et ensuite il file sa grille de loto à un ami, qui va lui aussi jouer au loto, en pariant juste sur les nombres d'avant ou d'après. Et puis c'est bon quoi, du coup le mec gagne au loto. C'est complètement con. Zéro. Bon, vous l'avez compris, c'est pas avec les protocoles foireux de Luc Baudin qu'on va prouver l'existence de la télépathie. Mais si on voyage dans le temps et qu'on revient un siècle en arrière, on tombe sur les précurseurs en matière d'expérience sur la télépathie. Bon allez, cocorico, parmi les précurseurs en matière de recherche expérimentale sur la télépathie, on trouve un Français, le parapsychologue René Varcollier, qui a réalisé tout un tas d'expériences sur la télépathie de 1920 jusqu'aux années 60. Bon alors ces expériences ne sont pas aussi nulles que les démonstrations de cartes de Luc Baudin sur C8, Zéro. Mais vous allez voir, c'est pas non plus hyper convaincant. Alors Varcollier a réalisé pas mal d'expériences télépathiques en utilisant le dessin. Concrètement, on a souvent un agent qui fait un dessin et essaye de l'envoyer par télépathie à un percipient, c'est le nom qu'on donne à celui qui reçoit l'information par télépathie. Et donc dans les expériences de Varcollier, le percipient dit à haute voix ce qu'il reçoit, puis il va dessiner ce qu'il pense avoir reçu comme information par la pensée. Et donc à la fin, on compare les deux dessins. Mais quand on feuillette son bouquin La télépathie, recherches expérimentales, on se rend vite compte qu'il y a des énormes soucis en termes de méthodologie. Par exemple, en général, Varcollier participe lui-même aux expériences. Il n'est pas du tout en position classique d'observateur de ces expériences, il est à l'intérieur du truc, soit en tant qu'agent qui envoie l'information par la pensée, soit en tant que receveur, percipient. Et alors c'est loin d'être le seul souci de méthodologie. Voilà ce qu'on peut lire dans ces comptes rendus d'expérience. Expérience numéro 9, l'agent et le percipient venaient de faire un dîner copieux. Alcool, bon état apparent. Donc là, Varcollier, il parle de lui-même et de l'autre expérimentateur. Expérience numéro 6, bonne disposition apparente. Alcool pris par les deux expérimentateurs. Non mais j'aime bien la rigueur du protocole quoi. Varcollier en fait il se tapait des bons gros gueuletons avec son partenaire télépathique du jour juste avant le début de l'expérience. Normal apparemment. Où sont les fèves,
les pâtés de cerf, qu'on ripaille à plein ventre. Tiens, et puis on peut regarder aussi de plus près le compte-rendu de l'expérience numéro 6. Donc ça, c'est le dessin que l'agent avait fait dans l'expérience numéro 6, et donc le dessin qu'il devait envoyer par télépathie à Varcolier, donc qui avait pris le rôle de percipient, donc de receveur de l'information. Donc là, je vais vous lire le compte-rendu de l'expérience. Donc voilà ce que dit le percipient. J'ai eu, avant de commencer, des impressions mais rien de net. Quelque chose comme une fourche, puis quelque chose comme une tête, vague, puis l'idée d'un bateau encore plus vague, un objet noir, comme un fer à repasser non posé à plat, un arc de cercle noir muni de dents, je vois des maisons blanches avec des fenêtres, idée d'un volant d'automobile ou un gouvernail, je vois quelque chose de long comme une haie, il y a des supports métalliques, un objet brillant métallique en forme de corne, comme un aéroplane, vu par en dessous. J'ai vu une salle de bureau de poste avec des chaises derrière des bureaux vides, je vois une hélice à 4 branches blanches, des lames métalliques disposées comme des lames d'éventail, j'ai vu une maison ressemblant à un moulin à vent, il y a des mots inscrits sur le portique, j'ai vu des objets avec des dents comme des peignes parallèles les uns aux autres, j'ai encore l'idée de maison, j'ai vu aussi des croix, je vois comme un monument, des arènes, des colonnades, le ciel est bleu, je vois un bouquet d'arbres, des choses vagues et colorées, des fleurs blanches, des branches de sapin. Non mais... Et donc là, on a une partie des choses que Varcolier a dit recevoir par la pensée, qu'il a dessiné après, donc voilà, une maison, une corne, des trucs métalliques en forme d'éventail, un moulin, etc., etc. Ce qui saute aux yeux ici, c'est vraiment l'absence totale de rigueur du protocole, quoi. C'est-à-dire que là, Varcolier, il a énoncé plus de 30 choses différentes qu'il aurait reçues par la pensée. Plus de 30 choses. Donc si par hasard il avait dit « je vois 2 sabres ou 2 épées », est-ce qu'il aurait compté cette expérience comme valide, comme réussie? Peut-être, parce qu'apparemment il n'avait pas fixé de limite dans les choses qu'on pouvait énoncer. C'est une méthodologie quand même bien moisie, c'est comme si on accordait à un voyant la possibilité de prédire 50 avenirs possibles sur une même question, quoi. J'ai récemment développé des pouvoirs psychiques d'une puissance inégalée. Pensez à un chiffre de 1 à 100. 22. C'est exact. Waouh. Si Varcolier avait dit je vois 2 sabres qui se croisent, ok, mais alors il avait vu aussi un aéroplane, il avait vu aussi un moulin à vent, il avait vu des haies, des arènes, il avait vu des arbres, il avait vu un cercle noir muni de dents, il avait vu un fer à repasser, donc du coup, pourquoi est-ce qu'on attribuerait plus de valeur à la vision numéro 13 alors qu'il y en a 45, quoi? Je veux dire, ça a relativement aucun sens méthodologiquement. J'ai le pouvoir de divination. Je savais que vous alliez dire. Vous voyez ? Bref, les expériences de Varcolier ont été réalisées avec une méthodologie complètement défaillante, mais en tout cas ça l'a pas empêché de faire une conclusion assez osée la fois où il a trouvé le bon dessin dans l'expérience numéro 4. Alors là, l'agent avait dessiné un ballon dirigeable et Varcolier, dans la pièce d'à côté, a énoncé à voix haute: j'ai vu des lignes noires très fines, dont une forme anse de panier, avec une ligne courbe au milieu comme une toupie couchée. J'ai vu une hélice en forme de 8. Un ballon dirigeable. Et en conclusion, il précise dans son bouquin « Je considère cette expérience comme une réussite absolue, difficilement explicable par une autre hypothèse que la télépathie. » Bon, on a aussi l'américain Upton Sinclair qui a réalisé au même moment dans les années 30 des expériences similaires, avec une méthodologie foireuse similaire aussi. Bon alors lui, il réalisait carrément les expériences de télépathie avec sa femme, ce qui est déjà en soi un gros souci niveau rigueur du protocole. Tu penses à quoi là, chérie ? Bah à toi bien sûr mon chéri. J'en étais sûr. C'est de la télépathie, la télépatrique. Allez, je vais vous parler maintenant d'un des outils les plus connus de l'histoire des expériences de télépathie, les cartes Zener. Alors c'est Karl Zener qui a inventé ces cartes en 1930 pour que les parapsychologues puissent réaliser des expériences de télépathie ou de clairvoyance. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes Zener, c'est un jeu de 25 cartes composé de 5 symboles différents. Donc vous avez le carré, la croix, les vagues, l'étoile et le rond. Et donc le but, c'est de tirer ces 25 cartes et de les envoyer par télépathie à un sujet. Monsieur Sam, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle les principes donc de l'expérience à laquelle vous allez participer tout de suite. J'ai ici devant moi un paquet de 25 cartes Zener. Je vais mélanger le paquet, puis je vais vous tirer les cartes une à une. À chaque tirage, je vais essayer de vous envoyer le symbole par télépathie. Et donc, vous, Monsieur Sam, vous allez essayer de ressentir ma pensée. Et donc, vous allez me dire ce que vous recevez, c'est-à-dire soit le cercle, la croix, les vagues, le carré ou l'étoile. Est-ce que c'est bon pour vous, cher Monsieur Sam? C'est bon pour moi, on va le faire très sérieusement, puisque vous n'êtes pas sans savoir, cher Monsieur Kilogramme,
que j'ai un passé de complotiste dans lequel j'étais d'ailleurs doué de radiesthésie. Mon cerveau est donc encore rempli de comment on fait ces choses, quelles sont les mécaniques à mettre en œuvre. Et donc je vais le faire tout à fait sérieusement dans les règles de l'art. Je vais donc tirer la première carte. Elle est tirée. Elle est tirée. Vous me dites quand vous me l'envoyez par la pensée. C'est parti. Ah, j'ai une attirance sur le carré. Le carré. Évidemment, je ne précise pas si vous réussissez ou si vous échouez. Hein. Je vous donnerai les résultats à la fin, évidemment. Le carré. Seconde carte. Je dirais rond. Le rond. Ah là, j'ai l'étoile. Carré, ça ne marche plus comme avant. Vraiment plus. C'est des serpentins parallèles. Encore les vagues. J'ai le carré. C'est la croix ici, je pense. Ah, c'est le rond. Je vois la croix ici. Même s'il y a une tendance carrée. J'ai vu une prédiction, hein, pas deux. Ah oui, je sais. Mais moi, je les ai alignés devant moi et l'orientation se place, tu vois, parfois un peu entre deux, comme ça. C'est assez bizarre. Tu dirais croix ou carré, alors? Ah, je dirais carré. Oh non! Je dirais carré. Ah, plus de poids sur le carré. Encore le carré. Ça a l'air d'être l'étoile, ça. Je dirais le carré, l'étoile, croix. Regarde, Gérard, je voulais faire face en lançant cette pièce de monnaie et j'ai obtenu face. C'est quand même fort, non? J'ai clairement une sorte de don, comme toi, pour partager des articles putaclic en ayant seulement lu le titre. Mais enfin, Hubert, c'est le truc le plus con que j'ai entendu aujourd'hui. Mais pas du tout, tu dis juste ça parce que tu es jaloux de mon don. Eh bien vas-y alors, relance ta pièce. On va bien voir si tu as un don. Ah non, hein, si tu ne crois pas en mon don, c'est ton problème. Chers internautes, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'avant de déclarer qu'on a un don, il faut se poser la question des chances de réussir l'expérience sans avoir de don. Parce que faire face en lançant une pièce de monnaie, c'est pas très difficile, n'importe qui a une chance sur 2 d'y arriver. Ce qui serait bien plus convaincant, c'est de lancer 20 pièces de monnaie dans le but de faire face 20 fois de suite, et d'y arriver. Sans aucun don, les chances d'arriver à pareil résultat sont 1,5 fois 1,5 fois 1,5, 20 fois de suite, soit une chance sur 1 million. Et même s'il y a un ou plusieurs ratés, genre on obtient 18 faces sur les 20 lancés, ça reste très improbable d'y arriver sans aucun don, la probabilité de 18 réussites ou plus étant d'à peine 1 sur 5000. D'où je sors le 1 sur 5000. J'ai simulé. Ah, comme ta mère quand elle t'a conché. Bien envoyé, Hubert. Simuler le lancer de 20 pièces, ça revient à piocher au hasard 20 fois de suite, entre deux choix codés 0 et 1. 0 pour pile, 1 pour face, ce qui, en langage R, va s'écrire comme ça. Pour répéter cette expérience, disons, 10 000 fois, on enrobe le code comme ceci, le 1,2.10 000 signifiant qu'on va faire des simulations numérotées de 1 à 10 000. Et hop, voici les résultats après exécution du code sur un site en ligne. Bon d'accord, ce flot de résultats ne nous dit pas grand-chose en l'état. Pour une meilleure vue d'ensemble, il faut qu'on compte pour chaque simulation le nombre de fois qu'on a obtenu face, ce que je vais faire en 2 temps. D'abord, je stocke notre flot de résultats dans un objet temporaire que je vais appeler bambou parce que pourquoi pas. Puis je demande de sommer les 0 et les 1 en interne de chaque simulation, comme ceci. Retour en ligne pour exécuter le code, et voilà, j'ai le nombre total de faces pour chacun des 20 lancés. C'est déjà mieux, mais ça manque d'une représentation graphique tout ça. Pour obtenir la représentation graphique, on encadre notre dernière ligne de code comme ceci, générant un histogramme tout moche. Ah ah! Sur base de 10 000 simulations, il semble que le plus probable sans aucun don, c'est de faire 5 à 15 fois face. Bon, et Monsieur Sam, don ou pas don? À chaque carte présentée, en deviner le symbole, c'est comme piocher la valeur 1 dans un ensemble contenant les 4 mauvais symboles codés par des 0 et le bon symbole codé par la valeur 1. Un Sam sans don, piochant au hasard, on peut le simuler pour 25 cartes avec ce code. Pour le simuler 100 000 fois, on écrira ceci. Et pour le graphique, on utilisera ce code, dont voici le résultat après exécution. Bon pour un Sam sans don, deviner 5 cartes ou dans les environs est clairement jouable. Et le vrai Sam, il a fait combien? Eh bien, il a exactement deviné 5 cartes. Autrement dit, l'unique observation du vrai Sam ne permet pas de le distinguer clairement des 100 000 observations du Sam sans aucun don. Oups. Abonnez-vous au Chat Sceptique.
Merci beaucoup à Nathan et ses chats pour ce petit cours. Et donc vous avez compris, avec 5 réussites sur 25, Monsieur Sam n'est donc pas un sujet télépathiquement intéressant. S'il avait trouvé par exemple 10 cartes sur les 25, il y aura eu seulement environ 2% de chance que ce résultat soit dû au hasard. Là ça aurait été extraordinaire. À 11 cartes sur 25, on passe à 0,5% de chance que ce résultat arrive par hasard. À 12 cartes, 0,1% de chance, etc. etc. Bon, c'est bien beau les cartes Zener, mais pour le moment et après un siècle d'utilisation, ces cartes n'ont toujours pas permis de prouver l'existence de la télépathie. Écoute, écoutez bien sûr, car nous vous voyons bien sûr, mon cher sujet de l'expérience, tu as fait 5 bons résultats sur 25. Tu as fait pile le hasard, quoi, tu as fait pile 20%. Est-ce que c'est étrange de faire... Parce que finalement, une personne qui est dans la moyenne, une personne qui est totalement dans la moyenne, est-ce que c'est pas extrêmement rare ? C'est non. Les résultats des expériences menées avec les cartes ne sont jamais statistiquement convaincants. Pas plus convaincant par exemple que le challenge de télépathie des jumeaux qui est à la mode sur les réseaux comme TikTok. 1, 2, 3. Wow! 1, 2, 3. 3, 2, 1. Bon, je pense que j'ai pas besoin de commenter et de préciser pourquoi ces challenges bidons ne démontrent rien. En tout cas, on peut pas reprocher à ces personnes de croire qu'il existe un lien télépathique entre jumeaux, parce que ce mythe est tellement puissant que même la CIA, dans les années 70, a étudié cette possibilité de communication télépathique entre jumeaux. Et là, je parle bien sûr du projet Stargate. Alors le but du projet Stargate, c'était d'étudier certains phénomènes paranormaux comme la vision à distance, le voyage astral ou la télépathie, notamment pour voir si ces phénomènes étaient réels et s'ils pouvaient être utilisés dans un cadre militaire. Alors si vous voulez vous amuser un peu, la CIA a déclassifié des millions de pages de documents que vous pouvez retrouver sur une base de données en ligne, je vous mets le lien en description, et il y a notamment des milliers de rapports sur ce projet Stargate. Bon alors c'est relativement un enfer pour s'y retrouver vu la masse énorme de documents, mais je me suis amusé à faire des petites recherches par mots-clés et je suis tombé sur des documents comme ça. Expérience à distance avec de vrais jumeaux. Les jumeaux identiques sont devenus une énigme pour la recherche psycho-énergétique moderne. Bien qu'il existe de nombreux documents anecdotiques attestant de l'existence d'une relation paranormale entre des jumeaux éloignés, ce lien présumé a résisté à la confirmation en laboratoire. Les jumeaux identiques expriment souvent l'opinion qu'ils sont sensibles aux sentiments, aux dangers et aux traumatismes vécus l'un par l'autre, et de nombreux cas de ce type ont été bien documentés dans la littérature parapsychologique. Cependant, il est intéressant de noter que ces mêmes jumeaux ont tendance à obtenir des résultats aléatoires lorsqu'ils sont testés avec du matériel de test standard, tels que des cartes et des images. Donc les renseignements américains étaient mi-sceptiques, mi-intéressés par ce potentiel super pouvoir des jumeaux. En tout cas, ils ont vraiment fait des tests sur ces thématiques paranormales pendant plusieurs décennies. Tiens, ça c'est un autre document que j'ai retrouvé qui date de mai 1978. Recherche psycho-énergétique, approche suggérée. Et dans les approches suggérées dans le document, on trouve là aussi expérience à distance avec des jumeaux identiques. Bon, les protocoles de la CIA étaient sûrement plus rigoureux que les challenges TikTok. Mais au final, le projet Stargate est fermé en 1995, notamment parce que ça coûtait pas mal de pognon et qu'en 25 années d'investigation sur ces phénomènes paranormaux, aucune preuve convaincante n'avait été apportée. Mais non, mais si. Et on arrive maintenant aux expériences de télépathie qui sont probablement les plus rigoureuses jusqu'à présent en termes de méthodologie, le protocole Ganzfeld. Alors le présupposé de ce protocole, c'est que la transmission d'informations par télépathie est plus facile pour celui qui reçoit l'information si en gros on le plonge dans un état où il est privé en grande partie de ses sens. Bon, ce présupposé ne repose sur rien, mais bon, c'est comme ça. Du coup, concrètement, on installe le percipient qui va recevoir la télépathie dans un fauteuil, par exemple, ou allongé dans un lit. On lui met des lunettes de soleil ou des balles de ping-pong coupées en deux sur les yeux. On éclaire la pièce en rouge et on lui met un casque sur les oreilles qui diffuse un bruit blanc. Dans une autre pièce, il y a une personne qui va devoir envoyer par télépathie une image au percipient. Et pendant la séance de télépathie, le percipient dit oralement ce qu'il pense recevoir comme information, et à la fin de la séance, on présente 4 images au percipient qui doit donc désigner la bonne, celle qu'on lui a transmise par la pensée. Alors est-ce que ce protocole Ganzfeld a permis de prouver l'existence de la télépathie ?
Non, ouais, je sais, vous tombez de votre chaise. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais certains parapsychologues pensent le contraire. Ils prétendent avoir obtenu des résultats qu'ils jugent statistiquement intéressants, mais la méchante communauté scientifique n'est pas de cet avis. Elle conclut que les résultats de ces expériences ne sont pas supérieurs au hasard. Et au final, ce protocole Ganzfeld, il est loin d'être parfait niveau méthodologie. Déjà, les expériences sont rarement répliquées de manière identique, mais surtout, le percipient est obligé de désigner une des 4 images. Donc on suppose qu'il a forcément reçu une information et que la personne dans la pièce d'à côté a donc forcément réussi à lui en envoyer une. J'ai jamais vu d'expérience Ganzfeld où l'agent aurait par exemple la possibilité de n'envoyer aucune pensée. Ça serait intéressant de voir si le percipient reçoit quand même quelque chose alors que l'agent n'a rien envoyé. Et pourquoi juste 4 images et pas 8 par exemple? On pourrait très bien proposer 8 images très différentes les unes des autres. Bref, le protocole Ganzfeld est intéressant, mais jusqu'à présent, ces expériences n'ont pas réussi à prouver l'existence de la télépathie. Donc ça fait un siècle que les différentes expériences et protocoles télépathiques échouent à démontrer quoi que ce soit, mais bon, en 2024, on trouve toujours des personnes qui prétendent maîtriser la télépathie comme personne et qui l'enseignent même à des apprentis télépathes. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la seconde partie, donc rendez-vous dans une bonne grosse semaine pour la suite de cette aventure. Et pep, ne partez pas tout de suite, j'ai un petit truc à vous annoncer. Enfin, avant, je voulais déjà remercier les sympathiques êtres humains qui sont apparus dans cette vidéo. Gontran H, Babor, Monsieur Sam, le chat sceptique, un gros merci à eux et n'hésitez pas à aller voir le travail de ces talentueuses personnes. Merci aussi à Vincent pour le bouquin de Varcollier. Et donc ce que je voulais vous annoncer, et ça concerne ceux qui vivent vers Paris, c'est que je serai à Paris samedi 30 mars le matin pour une petite surprise qui sera annoncée à la dernière minute. Donc checkez mes réseaux sociaux le matin du 30 mars, donc Twitter, Facebook, les posts communautaires YouTube. Il se peut qu'il y ait un petit événement milgrammesque sur Paris à ce moment-là. Que de suspense, que de cachotterie, je sais. Allez, merci à Babel de soutenir mon travail. N'hésitez pas à tester l'application. C'était G1000 grammes. A presto.